Les normes de sécurité résultent d'accidents graves. Donc, dans une industrie où les erreurs tuent, on pourrait s'attendre à ce que le roi de l'aviation ait un dossier irréprochable. A dû atterrir d'urgence depuis une série de pannes. Complot criminel pour tromper la FAA, c'est une dissimulation. Près de 100 incidents cette année, pression croissante des régulateurs, poursuite de passagers traumatisés. Même des lanceurs d'alerte retrouvés morts. Pour comprendre pourquoi même les ingénieurs de Boeing évitent de voler sur leurs avions, analysons chaque incident majeur impliquant Boeing cette année. L'incident survient peu après le décollage du vol 1282 d'Alaska Airlines depuis l'aéroport de Portland. Ces pilotes expérimentés totalisent 21 000 heures de vol, dont environ la moitié ont été effectuées sur le même type d'appareil utilisé pour ce vol. En route vers Ontario, Californie, le commandant rentre le train d'atterrissage et entame la montée vers l'altitude de croisière. À 14 830 pieds, les pilotes entendent une forte détonation. Quelques secondes plus tard, l'alarme d'altitude cabine se déclenche, indiquant qu'ils doivent effectuer une descente d'urgence. La confusion s'installe alors que leurs oreilles se bouchent. La tête du commandant est projetée contre l'affichage tête haute devant lui. Au même moment, l'air s'échappe du cockpit avec une telle violence que le casque du commandant est presque arraché de sa tête. Le casque du copilote est complètement arraché. Ils mettent en leur masque à oxygène et, quelques secondes plus tard, la porte du poste de pilotage s'ouvre violemment. Le vent s'engouffre dans le cockpit, rendant les communications difficiles. Craignant le pire, ils contactent le contrôle aérien et déclarent une urgence. Pendant ce temps, les passagers dans la cabine restent stupéfaits. Les masques à oxygène tombent automatiquement du plafond et il y a un énorme trou sur le côté gauche de l'appareil. Le soi-disant bouchon de porte, un panneau utilisé pour couvrir la sortie de secours inutilisée à la rangée 26, s'est détaché de l'avion. À des milliers de pieds dans les airs, ils ont une vue dégagée sur le ciel nocturne. Un garçon assis près de la sortie de secours se fait aspirer son t-shirt tandis que sa mère le retient désespérément. Un passager assis une rangée derrière se fait arracher son téléphone, ses chaussures et ses chaussettes, mais il est sauvé par sa ceinture de sécurité. Ce manque de contrôle est terrifiant. L'aspiration était intense, je m'accrochais pour survivre. Après avoir reçu des rapports alarmants de la cabine, le commandant commence les procédures pour retourner à Portland. 2 minutes après la séparation du bouchon de porte, le contrôle aérien a autorisé la descente rapide de l'équipage et alerté les services d'urgence. Alors que le commandant descend vers la relative sécurité des 10 000 pieds, les passagers se demandent qui manque au siège vide à côté de la porte disparue. Des chuchotements parcourent l'avion. Était-il vide avant ? Après 8 minutes d'angoisse, le vol AS 1282 atterrit en toute sécurité. Heureusement, les 2 sièges à côté du trou n'étaient jamais occupés. Le National Transportation Safety Board a lancé une enquête immédiate et Alaska Airlines a immobilisé sa flotte de Boeing 737-9 Sans MAX par précaution. Le jet assurant le vol n'avait que quelques mois. Le lendemain, la Federal Aviation Administration a fait de même. Elle a publié une directive d'urgence sur la navigabilité exigeant l'inspection de près de 200 Boeing 737. Les premières conclusions du National Transportation Safety Board ont confirmé la chance qu'avaient eue les passagers et l'équipage du vol. Si l'appareil avait atteint son altitude de croisière de 30 000 pieds, les risques de blessures graves ou de décès dus à une décompression soudaine et au manque d'oxygène auraient été bien plus élevés. Les dommages subis par l'appareil laissaient également penser qu'il manquait des boulons maintenant le bouchon de porte en place. Quelques jours plus tard, des membres du public ont retrouvé des objets manquants, y compris le bouchon provenant de l'avion. Le National Transportation Safety Board a aussi inspecté 2 usines Boeing et son fournisseur Aerosystems. Ils ont constaté que le bouchon de porte était mal aligné avec l'appareil, mais rien n'a été fait. La sortie de secours de l'avion présentait également des éléments de cadre endommagés, ce qui nécessitait le retrait du bouchon de porte pour effectuer la réparation. Une photo partagée dans un groupe montrait que le personnel avait oublié de fixer la porte. 3 boulons sur 4 manquants. C'était la dernière ouverture du bouchon de porte avant le vol 1282. D'autres compagnies aériennes ont aussi trouvé des boulons desserrés dans les bouchons de porte d'autres 737 MAX. C'était des accidents en attente de se produire et cela montrait aux gens que Boeing était responsable.
Si l'on en croit les premiers éléments de preuve, cela montre que le fabricant n'a pas apporté de changement depuis qu'il a été jugé responsable d'accidents mortels quelques années plus tôt. Le National Transportation Safety Board a accusé Boeing de ne pas avoir coopéré à leur enquête. Le personnel qui a installé le bouchon de porte reste inconnu, et des dossiers essentiels de maintenance et de fabrication sont manquants. Même les images de vidéosurveillance ont été effacées par Boeing, ce qui a frustré les régulateurs. Suite à la forte médiatisation de l'incident, Boeing fait l'objet d'une nouvelle enquête criminelle du département de la justice. Le vol a fait la une des journaux dans le monde entier. C'est la deuxième fois que les avions 737 MAX sont cloués au sol à travers les États-Unis, et la pression monte de toutes parts. Au cours des semaines suivantes, d'autres incidents ont été signalés dans le monde entier. Parallèlement, le moteur de recherche de vol Kayak a enregistré une demande 15 fois supérieure à la normale pour son filtre permettant d'éviter les vols en Boeing 737 MAX. En février, le vol 1539 de United Airlines était en route vers l'aéroport international de Newark. Il a décollé à l'heure prévue et le vol s'est déroulé sans incident, atterrissant sur la piste 2h30 plus tard. Alors que l'appareil ralentissait après l'atterrissage, le commandant remarqua que les pédales de gouvernail étaient bloquées en position neutre. Bien qu'il soit possible de s'en passer, le gouvernail permet au pilote de maintenir l'axe central de la piste. Ceci est crucial par vent de travers, car des vents forts peuvent faire dévier un avion de la piste au décollage ou à l'atterrissage. Si le système avait échoué quelques secondes plus tôt et que le vol 1539 avait subi une rafale, l'équipage aurait eu peu de moyens pour réagir. La gouverne de direction était tout aussi essentielle en vol, elle contrôle le lacet de l'avion, c'est-à-dire son mouvement latéral. Donc même s'il est possible de voler lorsque les commandes de la gouverne de direction sont bloquées, c'est beaucoup plus difficile. Au sol, les pilotes utilisent principalement la roue de nez de l'avion pour tourner à l'aide d'un volant de direction à basse vitesse. Donc une fois ralenti, le vol 1539 pouvait quitter la piste par une sortie rapide. 10 minutes après l'atterrissage, les pédales de gouvernail fonctionnaient à nouveau normalement. Après vérification, il s'est avéré qu'une vanne hydraulique devenait moins réactive lorsqu'elle était exposée à des températures froides. Cela a bloqué le gouvernail et la pédale de commande du pilote est devenue inopérante. Comme il s'agissait d'un événement isolé, aucune autre mesure n'a été prise pour inspecter les autres appareils, et l'enquête du National Transportation Safety Board est toujours en cours. Si un vol subit des pédales bloquées à l'atterrissage ou au décollage, l'habileté du pilote décidera du sort des passagers. En réponse à une baisse du niveau de sécurité, la FAA a interdit à Boeing d'agrandir son usine jusqu'à ce qu'elle résolve les problèmes de sécurité concernant les appareils 737 MAX. Seulement 2 jours plus tard, un autre avion Boeing a poussé les pilotes à espérer une issue chanceuse. Le vol cargo 211 de One Air a décollé de Londres Heathrow à destination de Hong Kong. Seulement 30 minutes après le décollage, il a rencontré de sérieux problèmes. Alors qu'il montait au-dessus de la mer du Nord, 2 des générateurs électriques de l'appareil se sont arrêtés, ce qui signifie que le vol 211 ne disposait plus que de la moitié de sa puissance habituelle. Cela a provoqué la panne de 2 bus électriques, qui distribuent normalement l'électricité à tous les systèmes à bord. Peu après, l'équipage a perdu le chauffage du pilote. Sans chauffage, les capteurs de vitesse de l'air auraient pu geler, affectant presque tous les instruments de vol. La situation a empiré quand les problèmes électriques ont privé l'équipage de la navigation latérale. Ce système guide le pilote automatique et permet à l'équipage de suivre des points de passage et des couloirs aériens. Alors que les systèmes tombaient en panne, l'équipage a signalé au contrôle aérien des problèmes électriques et demandé des vecteurs radars pour naviguer. En faisant demi-tour avec le vol 211, ils se sont dirigés vers Londres Heathrow et espéraient qu'aucune autre panne ne surviendrait avant un atterrissage en toute sécurité. Mais les conditions météo à Heathrow étaient à peine au minimum légal. Vu l'état de l'appareil, l'équipage a été dérouté vers Amsterdam et a piloté manuellement selon les vecteurs du contrôle aérien. 45 minutes plus tard, ils ont atterri en sécurité et l'avion a été immobilisé. Puisque les bus électriques alimentent tous les systèmes de l'appareil, les conséquences auraient pu être dévastatrices pour les vies à bord et pour le public au sol. Le vol 211 fait actuellement l'objet d'une enquête, et même s'il s'agit d'un incident isolé, il existe de nombreuses autres causes d'accidents, comme Boeing allait bientôt le démontrer.
Dans une démarche inhabituelle, Boeing n'a fait voler aucun de ses avions commerciaux au Salon aéronautique de Singapour, préférant rester discret. Moins d'une semaine plus tard, le vol 3111 de TUI Airlines Belgique décolle de l'aéroport de Bruxelles. En tant que partie de la plus grande entreprise mondiale de loisirs, de voyages et de tourisme, ses passagers attendent avec impatience des vacances reposantes dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Cheikh. Malheureusement pour les vacanciers, le vol ne quittera même pas la Belgique. Peu de temps après le décollage, l'équipage remarque que l'appareil n'indique pas correctement son altitude. Ils effectuent des vérifications en vol et identifient le transpondeur comme problème. Le Boeing 737-8 CENT-MAX n'a que 6 ans et demi, il n'aurait donc pas dû tomber en panne aussi rapidement, et cela représentait un danger pour la sécurité publique. L'appareil informe automatiquement le contrôle aérien du code d'identification unique de l'avion et de son altitude, et il diffuse des signaux d'urgence. Sans ces informations, il devient difficile de suivre la position de l'avion, surtout dans un espace aérien très fréquenté. Puisque l'avion ne peut pas communiquer automatiquement sa position, son système d'évitement des collisions est également moins efficace. Au pire, les autres avions risqueraient de ne pas détecter le vol 3111 et le contrôle aérien ne pourrait empêcher une collision. Devant ces risques, l'équipage a interrompu la montée et est revenu atterrir à Bruxelles en sécurité 30 minutes plus tard. Heureusement, ce problème n'est pas apparu sur d'autres avions Boeing, du moins pas encore. Au fil du mois de février, d'autres incidents se sont produits. Un ancien responsable de l'usine où étaient produits les 737 a affirmé qu'il refuserait de prendre le nouveau 737 MAX, ayant vu la pression sur les employés pour accélérer la production. De retour aux États-Unis, un autre vol United Airlines se prépare à décoller. Cette fois, il s'agit d'un Boeing 777 et il est sur le point de faire la une des journaux internationaux. Vers midi, le vol 35 de United Airlines quitte la porte d'embarquement à l'aéroport de San Francisco. En direction d'Osaka, au Japon, il prend son envol et perd presque immédiatement un pneu du train d'atterrissage arrière-gauche. Des observateurs d'avion et des habitants locaux capturent le moment avec leurs caméras et on peut voir un pneu de 120 kg tomber dans le parking du personnel de l'aéroport. L'équipage, cependant, n'en a aucune idée. Il rentre le train d'atterrissage et continue de prendre de l'altitude. 5 minutes après, le contrôle aérien informe l'équipage, qui confirme l'absence d'une roue sur le train d'atterrissage. Le commandant informe ses passagers de la situation et décide de faire un atterrissage d'urgence à San Francisco. Après l'autorisation du contrôle aérien, le vol 35 atteint 30 000 pieds et y reste plus d'une heure pour des vérifications de sécurité. Heureusement, les roues restantes et le train d'atterrissage sont intacts, mais sans une roue, ils sont trop lourds pour atterrir. Le contrôle aérien autorise le commandant à larguer du carburant sur une zone sécurisée. Ils mettent près de 25 minutes à perdre assez de poids pour atterrir en sécurité. Entre-temps, l'équipage a décidé de se dérouter vers l'aéroport international de Los Angeles par précaution. Le vol 35 a atterri à LAX sans incident. Les secours sont en attente, mais aucun blessé parmi les 255 passagers et membres d'équipage. Un passager du vol 35 a ensuite décrit la scène. Habituellement, on ne voit pas du carburant vidé d'un avion ni une roue de missile, donc c'était un peu inquiétant. De retour à San Francisco, la roue de l'avion a écrasé des voitures garées. La clôture périmétrique de l'aéroport a également été endommagée et un employé chargé de la sécurité de l'aérodrome a été blessé en déplaçant des débris. Heureusement, une suite d'événements favorables a fait qu'il n'y avait personne dans la zone lors de la chute de la roue. Encore une fois, ce qui aurait pu être mortel est considéré comme un incident évité de justesse. Boeing s'est retrouvé à nouveau sous surveillance et l'affaire a vite suscité l'inquiétude générale. Après tout, lorsqu'il s'agit de Boeing, une roue gigantesque pourrait vous tomber dessus à tout moment. La FAA n'a pas publié beaucoup d'informations au moment où j'écris ces lignes et l'enquête est toujours en cours. Donc, jusqu'à ce que plus de détails soient rendus publics, nous ne pouvons que spéculer sur la cause du détachement de la roue. Seulement quelques jours se sont écoulés avant qu'un autre incident majeur impliquant un avion Boeing ne se produise. L'incident suivant impliquait plusieurs défauts connus sur les modèles Boeing 700, 80, 700-800 et 900.
Le vol 800 de LATAM Chili, transportant 239 passagers et 9 membres d'équipage, traverse le Pacifique en direction de l'aéroport international d'Auckland. Peu avant l'atterrissage, l'appareil entame une descente soudaine et incontrôlée, plongeant d'environ 120 mètres en un instant. C'était terrifiant. C'était comme une scène de film d'horreur. J'ai vu des gens s'envoler jusqu'au plafond puis retomber au sol. Des passagers ont été projetés dans l'avion. Le toit de l'avion était cassé à plusieurs endroits où des personnes étaient passées à travers le plafond. Le commandant de bord et le copilote tentent désespérément de sortir l'appareil de sa plongée, mais l'avion refuse de répondre. Leurs instruments se sont éteints. C'était effrayant, c'était violent, et il semblait que des effets personnels étaient éparpillés dans tout l'avion. Des témoins disent que plusieurs membres de l'équipage ne peuvent pas marcher. Heureusement, des médecins à bord ont aidé l'équipage à soigner les passagers blessés en posant des minerves et en donnant les premiers soins. Avec des panneaux de toit intérieur endommagés, de multiples blessés et du sang de passagers sur le plafond, les pilotes reprennent le contrôle de l'appareil. Secoué, le commandant contacte le contrôle aérien. Il signale que l'appareil a brièvement perdu tous ses instruments et que des passagers ont besoin de soins médicaux. Le vol étant à moins d'une heure de l'atterrissage, il poursuit vers l'aéroport international d'Auckland. Ils atterrissent sans incident et 50 passagers sont pris en charge par les ambulanciers. Un passager s'approche des pilotes pour leur demander ce qui s'est passé. Je me suis approché et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Et sa seule réponse a été « J'ai perdu le contrôle de l'avion. Les jauges se sont éteintes. » Une enquête approfondie a suivi. L'incident ayant eu lieu au-dessus des eaux internationales, la responsabilité a été attribuée à l'autorité de l'aviation civile chilienne. Le rapport a confirmé que le siège du commandant s'est déplacé involontairement vers l'avant, ce qui l'a probablement amené à pousser le manche. Il se peut qu'un agent de bord ait accidentellement activé l'interrupteur en servant un repas, aggravant la situation lorsque le commandant a brièvement perdu le contrôle de l'appareil. Cela met en évidence un autre cas de mauvaise qualité de fabrication, et Boeing était au courant du problème. Dès 2017, ils ont envoyé un message à leurs clients compagnies aériennes. Les capuchons protégeant les interrupteurs qui déplaçaient le siège étaient connus pour se desserrer. Ils ont conseillé aux clients d'appliquer de la colle sur les capuchons comme solution. Et oui, vous avez bien entendu. Une entreprise facturant plus de 200 millions de dollars par avion a demandé aux compagnies aériennes de coller les sièges des pilotes. C'est un défaut de conception potentiellement mortel qui concerne plus de 1000 avions. Jusqu'à présent, la seule mesure prise par Boeing a été de publier une note demandant aux compagnies aériennes comment désactiver les moteurs qui déplacent les sièges. À ce moment, l'organisme européen de régulation de l'aviation a annoncé qu'il arrêterait de reconnaître les certifications de sécurité américaines pour Boeing si besoin. Cela s'appliquerait si d'autres accidents mortels devaient se produire à l'avenir. Nous retournons aux Pays-Bas pour notre prochain incident, où l'équipage de cet avion a rencontré un problème technique au pire moment possible. Le vol KLM 1074 était en approche finale de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam lorsque l'équipage a entamé une remise de gaz. Mais contrairement aux causes habituelles comme la météo ou le trafic, le Boeing 737-9 n'a pas pu atterrir car ses volets étaient bloqués. Pour atterrir en sécurité, les pilotes utilisent souvent des angles de volée jusqu'à 30 ou 40 degrés, mais ici, ils n'ont pas dépassé 25 degrés. Dans ces circonstances, l'atterrissage devient une perspective difficile. L'avion doit descendre à une vitesse plus élevée pour compenser l'angle de volée limité et a donc besoin d'une piste plus longue pour ralentir. Cela modifie aussi les caractéristiques de maniement de l'avion. En cas de vent de travers, descendre à une vitesse plus élevée avec moins de traînée peut rendre l'avion beaucoup plus instable. C'est ce qu'a vécu le commandant de bord du vol 1074. Nous avons eu une très forte montée ici alors que la vitesse approchait les 200 nœuds en courte finale. Avec la sécurité des passagers à l'esprit, l'équipage a mis l'avion en circuit d'attente. À 3000 pieds, ils ont tenté d'identifier la cause du problème en utilisant plusieurs listes de vérification. Le vol 1074 a attendu 15 minutes en circuit, pendant que l'équipage tentait de résoudre le problème, puis a déclaré une urgence après l'attribution de la piste 22. Avec 30 minutes de carburant, les pilotes ne parvenaient pas à régler les volets, compliquant la situation.
Et la piste 22 était trop courte pour une descente à grande vitesse. La piste 2-2 risque d'être trop courte, ce qui pourrait créer une situation inhabituelle avec les volets à l'atterrissage. Oui, en tenant compte du réglage des volets, puisque nos calculs de carburant ne fonctionnent pas vraiment, donc on va atterrir dans environ 30 minutes. Donc, on déclare une urgence à ce stade. Mayday, mayday, mayday. Avec les services de vraiment d'urgence en alerte et le soutien du contrôle aérien, le commandant s'est aligné pour son approche finale sur la piste la plus longue, la 27. À environ 5 km et demi de l'aéroport, le commandant a informé le contrôle aérien que les volets étaient revenus à leur position correcte. Il a pu atterrir 15 minutes plus tard, sans qu'aucun passager ni membre d'équipage ne soit blessé. L'avion a subi 9 heures de maintenance pour réparer les volets. Son équipage, quant à lui, a été félicité pour sa gestion professionnelle d'un nouvel incident de sécurité impliquant un avion de la série 737. Pendant ce temps, d'autres incidents ont été signalés. Les critiques ont reproché à la direction de Boeing de ne pas comprendre l'aviation. Seuls 2 membres de son équipe dirigeante ont une formation d'ingénieur et les critiques affirment que son approche axée sur les chiffres a entraîné une baisse de la qualité de fabrication. Jusqu'à 70% de la conception de ces avions est externalisée pour réduire les coûts et accélérer la production. L'incident suivant a donné aux passagers la peur de leur vie alors que l'avion semblait avoir atterri en toute sécurité. Corendon est une compagnie aérienne à bas prix qui exploitait encore un autre avion Boeing 737. Le vol 1031 était en l'air depuis 6 heures et transportait le nombre maximal de passagers. Il est en approche finale et s'apprête à atterrir à l'aéroport turc de Gazi Paşa Alanya. 3 minutes plus tard, le train d'atterrissage principal de l'avion touche la surface de la piste. Mais quand les pilotes stabilisent l'appareil sur le tarmac, les 2 pneus du train avant éclatent immédiatement. L'ensemble du train d'atterrissage avant s'effondre et l'appareil glisse jusqu'à s'arrêter. Pendant ce temps, l'équipage s'occupe de l'évacuation d'urgence des passagers. Le 737 utilisé pour le vol est resté sur la piste pour inspection. Corendon Airlines a ensuite confirmé qu'il n'y avait aucun dommage au fuselage de l'avion ni à la piste, mais n'a pas fourni de détails sur la cause de l'accident. L'incident a eu lieu 2 jours après que Boeing a reconnu auprès des régulateurs ne pas avoir effectué les inspections de sécurité obligatoires sur ses 787 Dreamliner. Fait surprenant, un Boeing 767 de FedEx a atterri d'urgence à Istanbul 1 jour avant l'incident de Corendon. Son train d'atterrissage avant a également échoué et le jet a été filmé en train de s'arrêter en raclant la piste. Malheureusement pour les passagers, le vol 1031 n'est pas le dernier accident de 737 que nous verrons au cours de l'année. À la mi-mai, le cours de l'action de Boeing avait chuté de 30% par rapport au début de l'année, alors que la presse négative continuait de détruire sa réputation. Les actionnaires ont tout de même approuvé une rémunération de près de 33 millions de dollars pour le président-directeur général. Un peu plus de 2 semaines plus tard, un vol de Southwest Airlines a connu une grave défaillance technique après avoir décollé de Phoenix, en Arizona. Peu après le décollage, le vol 746 a atteint son altitude de croisière vers l'aéroport d'Oakland. 10 minutes plus tard, l'appareil est devenu instable. Comme dans un manège de fête foraine, les passagers étaient secoués d'un côté à l'autre. Les pilotes n'avaient perdu le contrôle de la dérive et de la gouverne de direction. L'avion pouvait garder le cap et l'altitude, mais il tanguait et penchait latéralement. Connu sous le nom de roulis hollandais, sans intervention, cela pouvait déchirer la structure de l'appareil. À l'insu des pilotes, l'unité de commande de puissance reliée aux commandes de la gouverne de direction verticale était endommagée. La plupart des avions possèdent plusieurs unités de commande de puissance comme mesure de sécurité, ce qui était le cas du vol 746. Pourtant, les pilotes n'arrivaient toujours pas à contrôler l'appareil. Après quelques minutes, l'équipage a repris le contrôle de l'avion et stoppé le roulis hollandais. Ils sont descendus à 32 000 pieds, poursuivant vers l'aéroport international d'Auckland. 55 minutes plus tard, ils ont atterri sans blessés parmi passagers ou équipage. La gravité de la défaillance des commandes a conduit le National Transportation Safety Board à classer le vol 746 comme un accident.
L'appareil a été cloué au sol et les premières enquêtes ont révélé un problème avec l'amortisseur de lacet, un dispositif qui contrôle les mouvements excessifs. Ils ont aussi constaté des dégâts sur les composants structurels, affectant la solidité de l'empennage vertical et entraînant la défaillance des 2 unités de commande, principale et secondaire. Southwest a informé le National Transportation Safety Board qui a classé cela comme un dommage important. Il a ensuite été transféré dans une installation d'ingénierie à Everett, Washington, pour d'importantes réparations. Comme l'avion avait moins de 2 ans à l'époque, il n'est pas clair comment de tels dommages ont pu se produire. Une explication pourrait être que les matériaux utilisés pour l'avion étaient des temps de qualité inférieure. La FAA enquête actuellement sur Boeing pour avoir falsifié des documents attestant de la qualité du titane utilisé dans ces avions. Boeing, cependant, affirme qu'ils s'approvisionnent en matériaux auprès d'un fournisseur externe et que seuls les documents sont faux. Dans tous les cas, c'est un aveu choquant et l'incident du Dutch Roll a suscité de nouveaux efforts de la part des militants pour la sécurité afin d'améliorer la qualité des avions. En juin, la sous-commission d'enquête du Sénat a convoqué le président-directeur général David Calhoun pour l'interroger sur les problèmes de sécurité persistants de Boeing. Lors de l'audition, il a reconnu des représailles contre les lanceurs d'alerte et affirmé être fier de la sécurité de Boeing. Malgré cela, 50 employés souhaitent toujours témoigner contre l'entreprise. En juin, des pilotes ont réalisé un nouvel atterrissage d'urgence qu'ils n'en croyaient pas. Un avion cargo Boeing 767-300 a décollé de Cincinnati vers midi cette fois. 20 minutes après le décollage, alors que l'appareil montait, l'équipage a entendu un bruit aérodynamique inhabituel. Ils approchaient leur altitude de croisière de 30 000 pieds. Soupçonnant un problème structurel, l'équipage a arrêté de monter et a maintenu l'altitude pour inspecter l'appareil. À leur grande surprise, un panneau manquait sur le fuselage de l'avion. Le commandant a contacté le contrôle aérien et choisi de retourner à l'aéroport de Cincinnati. Ils ont obtenu l'autorisation d'atterrir en urgence et se sont préparés à l'approche. Lors de la descente, l'équipage a reçu pour consigne de ne pas utiliser les aérofreins pour éviter d'endommager la cellule. À la place, en dedans son quille, à la terre, ça m'entend, ils ont dû effectuer une descente progressive, en utilisant des virages en S pour perdre de l'altitude sans prendre trop de vitesse. Grâce à le système d'atterrissage aux instruments, l'équipage a atterri à l'aéroport de Cincinnati à 13h30. L'appareil n'a subi aucun autre dommage, et l'équipage n'a pas été blessé. Comme il s'agit d'un accident récent, la FEA et le National Transportation Safety Board n'ont pas encore publié leur première conclusion, et l'enquête est en cours. C'est tout aussi bien que le vol 1296 transportait du fret. La semaine suivante a été marquée par plusieurs incidents, surtout avec des compagnies américaines. Mais ensuite, 2 compagnies aériennes d'Asie de l'Est ont été touchées le même jour. Le 22 juin, 2 avions 737 ont eu des accidents similaires, poussant les passagers à supplier de revenir au sol. Le premier était le vol 372 d'All Nippon Airways. Un vol était prévu de Nagasaki à l'aéroport international Chubu Centrair de Nagoya. En tant que liaison régionale plutôt calme, personne ne s'attendait au drame qui allait se dérouler dans l'heure qui suivrait. Après un décollage de routine, l'appareil était au niveau de vol 250 et a commencé à descendre vers Nagoya. En survolant la préfecture de Wakayama, le système d'alerte de pression s'est déclenché dans le cockpit. À cette altitude, une chute de pression en cabine peut être catastrophique. L'inquiétude principale porte sur une faiblesse structurelle, illustrée par l'incident du bouchon de porte d'Alaska Airlines. Les autres problèmes sont les effets de l'hypoxie ou du manque d'oxygène, le mal de décompression et le barotraumatisme, tous deux causés par les changements de pression atmosphérique sur le corps humain. Si les pilotes ne gèrent pas correctement la situation, toutes les personnes à bord pourraient subir des blessures aux conséquences irréversibles. Autrement dit, s'ils réussissent simplement à rentrer chez eux. Cela dit, le commandant a contacté le contrôle aérien, a déclaré une urgence et a reçu l'autorisation de descendre à 3000 pieds. Entre-temps, les masques à oxygène ont été déployés manuellement dans la cabine et les passagers ont subi les effets d'une faible saturation en oxygène et d'une décompression rapide. Peu après avoir atteint 3000 pieds, la pression cabine s'est stabilisée. En réponse, l'équipage de conduite a annulé l'état d'urgence et a poursuivi vers l'aéroport international de Chubu Centrair. Le vol 372 a atterri en toute sécurité dans les 15 minutes, suivant l'heure prévue d'arrivée.
Bien qu'il soit arrivé à l'heure, cela ne s'est pas fait sans incident. 7 passagers et les 4 membres d'équipage de cabine ont souffert de douleurs aux oreilles et de difficultés auditives après le vol, et l'épreuve a suffi à traumatiser d'autres personnes. La commission japonaise de la sécurité des transports a d'abord qualifié l'incident de grave, puis a annoncé que la chute de pression cabine du vol 372 était due à un dysfonctionnement du système de pressurisation. La nouvelle selon laquelle l'avion avait moins de 6 ans a provoqué l'indignation de la presse et du grand public. C'était également le modèle d'avion qui avait été cloué au sol pendant 2 ans à la suite des accidents mortels du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines, où des défauts de conception avaient été reconnus comme responsables. De plus, les inspecteurs de la FAA ont relevé 97 cas de non-conformité de Boeing lors de l'inspection de l'usine où les avions étaient fabriqués. Encore une fois, les discussions en ligne évoquaient l'évitement des avions Boeing lors des réservations, et même les moins passionnés d'aviation connaissaient le Boeing 737 MAX. Et si Boeing essayait de faire valoir qu'il s'agissait d'un incident isolé, les événements du dernier incident de notre liste réfutent cette théorie. Le même jour, un deuxième incident s'est produit à 600 miles au nord-ouest de Nagoya et a laissé des passagers en sang et sous le choc. Après un décollage de routine à Séoul, les pilotes ont monté l'altitude et corrigé la trajectoire vers Taïwan. Cependant, environ 50 minutes plus tard, cela allait changer. Alors que l'appareil survolait l'île de Jeju, l'équipage de conduite a remarqué une anomalie de la pression en cabine. Un rapport d'erreur du système de pressurisation de la cabine a ensuite été reçu. L'appareil de Korean Airlines a rencontré le même problème qui avait blessé 13 personnes au Japon quelques heures plus tôt. Le commandant a dû effectuer une descente d'urgence en contactant le contrôle aérien. La demande à chambre a été approuvée et l'appareil étant descendu à environ 26 000 pieds en environ 11 minutes. La perte rapide d'altitude a eu des conséquences sur les passagers comme sur l'équipage. Plusieurs passagers ont commencé à hyperventiler et des enfants se sont mis à pleurer de détresse. D'autres ont eu des vertiges et de nombreux passagers ont eu des maux de tête et des douleurs aux oreilles. Pour aggraver les choses, la descente d'urgence a eu lieu juste après le service des repas, donc l'équipage sécurisait la cabine pour une urgence pendant que les masques à oxygène se déployaient pour les passagers. Les passagers ont rapporté que l'avion avait soudainement chuté, créant des turbulences intenses comparables à un grand 8. D'autres craignirent que l'avion ne s'écrase au sol. Contrairement à All Nippon Airways, la panne du système du vol 189 ne s'est pas corrigée d'elle-même. Avec des problèmes médicaux à bord, l'équipage a reçu l'autorisation d'atterrir en urgence. Ils sont restés à basse altitude puis sont retournés à l'aéroport d'Incheon. Les passagers soulagés, le vol 189 a atterri sans encombre à Séoul, 3h30 après le départ. Les services médicaux attendaient leur retour. 2 passagers ont eu des saignements de nez et 15 ont souffert de douleurs aux oreilles ou de problèmes respiratoires. Parmi les blessés, 13 ont été hospitalisés mais ont ensuite été libérés sans blessures graves. Korean Airlines a ensuite présenté ses excuses aux passagers concernés et offert $10 000 de compensation à ceux ayant eu des blessures mineures. La compensation pour les passagers plus gravement touchés n'a pas été divulguée. Ils ont également reçu des repas compensatoires, un transport et un hébergement avant de prendre l'avion, un peu à contre-cœur, pour Taïwan le lendemain. L'avion en question a été inspecté par la compagnie aérienne qui attend les conclusions complètes des autorités de sécurité. Les premiers rapports du Bureau coréen d'enquête sur les accidents d'aviation et de chemin de fer mettent l'accent sur le système d'admission d'air externe comme cause de l'incident. La compagnie aérienne a perdu une grande partie de son personnel qualifié et expérimenté pendant la pandémie mondiale. Le bureau d'enquête affirme que cela a entraîné un mauvais entretien, ce qui a provoqué la défaillance en plein vol. Cependant, il mentionne également un problème de conception connu dans les avions Boeing qui a contribué aux événements. Il rapporte que tous les dispositifs de pressurisation s'arrêtent lorsque le système de pressurisation de l'avion tombe en panne. Cela rend la situation plus grave car il n'y a pas de mesures de secours en place, ce qui oblige l'équipage à prendre des mesures drastiques. Nous devrons attendre les conclusions finales dans les mois à venir, mais il semble possible que Boeing ait encore des questions à résoudre. À titre de mention honorable, les problèmes de Boeing s'étendent même jusqu'à l'espace.
Le vaisseau spatial Starliner de Boeing revient sur Terre sans son... Toujours aucune date de retour pour les 2 astronautes quasiment bloqués sur la Station spatiale internationale. Ils auraient dû revenir sur Terre il y a des semaines. Les ingénieurs gèrent des propulseurs défectueux, mais cela pourrait encore prendre des semaines. S'il y a une chose que nous pouvons retenir des accidents que nous avons abordés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune marge d'erreur en aviation. Plus de 10 000 avions Boeing sont en service aujourd'hui. Cela représente près de la moitié de la flotte mondiale. Espérons que la bataille juridique en cours entre les victimes, les lanceurs d'alerte et les efforts des régulateurs de l'industrie aboutira à des cieux plus sûrs pour nous tous. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci d'ajouter un like et un commentaire pour soutenir la chaîne.